Le samedi 7 janvier 2017, l'émission Salut les Terriens reçoit sur son plateau le djihadiste repenti Farid Benyetou, connu pour avoir été le mentor des frères Kouachi, les assaillants de l'attentat contre Charlie Hebdo. Farid Benyetou, bonsoir. La controverse ne se fait pas attendre. Non seulement la diffusion du programme a lieu 2 ans jour pour jour après le crime, mais, de surcroît, l'ex-intégriste n'y va pas avec le dos de la cuillère, en arborant en fin d'interview le badge « Je suis Charlie ». Que 2 ans après l'attentat dont ce type a été à l'origine, ils viennent arborer de manière pornographique le « Je suis Charlie », c'est inadmissible. Yann Moix n'est pas le seul à voir les choses de cette manière. Le CSA est saisi à de nombreuses reprises et Thierry Ardisson se fait réprimander par son propre bras droit à propos du livre qu'est venu présenter son invité. Pourquoi tu lui as pas demandé à qui allait le fric des ventes de bouquins, aux familles des victimes ou à lui? C'est vrai. Tu as mal fait ton métier, je te mets un blâme. Difficile d'écouter sans suspicion le discours de l'homme indirectement impliqué dans la mort de 8 membres de la rédaction du célèbre hebdomadaire satirique, de 2 policiers, d'un agent de maintenance et d'un journaliste. Est-il réellement déradicalisé? Peut-on l'être? Est-ce un odieux stratagème? Comment savoir? Nombreux sont ceux qui voudraient le voir enfermé jusqu'à la fin de ses jours. D'autres, plus cléments, exigent de lui son silence et son retrait de tout média. C'est ce qu'il fera suite à cette polémique. Pourtant, à défaut d'excuser quoi que ce soit, son histoire est digne d'intérêt. C'est un témoignage unique qui apporte des éléments de réponse à la question que de nombreuses personnes se sont posées face à tant de violence et de cruauté. Comment peut-on en arriver là ? Né le 10 mai 1981, Farid Benyetou grandit dans le 19e arrondissement de Paris, près du parc des Buttes-Chaumont. La vie est paisible, il s'entend bien avec sa mère, ses frères et ses sœurs. Seul son père est distant, mais il le regarde comme un homme droit grâce à sa pratique rigoureuse de l'islam. Du moins, c'était le cas avant ses 14 ans, jusqu'au jour où il le surprit avachi dans la cuisine, ivre-mort. Tout s'est effondré autour de moi. Je n'arrivais plus à respirer. Le temps s'était figé. Je ne savais pas si j'étais en train de faire un cauchemar ou si c'était réel. Je n'avais plus de figure paternelle. D'emblée, je savais qu'il ne pourrait plus rien m'imposer, que son autorité s'arrêtait là. À partir de ce jour-là, il était présent à nos côtés, mais ce n'était plus vraiment un père. Son frère l'avait pourtant prévenu. Avec le récent décès de sa mère adoptive, il a sombré dans l'alcool. Farid Benyetou n'avait pas voulu y croire. Trop digne était son père pour s'abaisser à de tels vices. D'instinct, une fois le fait avéré, il ne le considère plus comme tel. À présent, il est un modèle à fuir et il fera tout pour devenir son contraire, un homme responsable. Pour cela, son seul espoir réside à ses yeux dans la pratique de l'islam la plus rigoureuse possible, suffisamment stricte pour qu'il ne soit jamais tenté de tomber dans de pareils travers. C'est chez les frères musulmans, au secours islamique, qu'il va pouvoir débuter cette quête et trouver par là même des figures paternelles de substitution. Depuis ses 11 ans, Farid Benyetou est sensible au calvaire que subissent les victimes de la guerre de Bosnie. Un conflit meurtrier qui voit s'affronter les peuples serbes, croates et bosniaques. Peu captivé par les cours et n'ayant aucun projet d'avenir, aider son prochain dans l'humanitaire est un moyen pour lui de se sentir utile. Au secours islamique, dont le siège est situé à Massy, il ne côtoie que des pères de famille ayant le double de son âge. Il les tient en estime, eux au moins s'adonnent à leur religion sans écart. Mais l'adolescent en recherche d'absolu ne peut être rassasié chez les frères musulmans. Cette branche de l'islam s'avère trop peu rigoriste. Lui désire aller plus loin, approfondir sa démarche, en se vêtant du qamis, l'habit du prophète, qu'il juge sacré. Seuls les musulmans qui pratiquent leur religion sans concession le portent, et il veut en être. Ce qu'il n'a pas compris tout de suite, c'est qu'en l'adoptant, il sera rejeté par ses pairs. Un jour, il remarque avec stupeur qu'il a été effacé d'une photo publicitaire du secours islamique. Logique, il portait le qamis.
Or, ses frères de l'association le prohibent. Ils ont bien conscience que c'est le meilleur moyen d'être taxé d'intégrisme. Farid Benyetou est consterné et sa confiance ébranlée. Surtout que cela faisait quelque temps qu'il émettait des doutes au sujet de ses confrères, particulièrement en les comparant au mouvement salafiste. Les frères du secours islamique étaient capables de changer d'avis et de remettre en question certaines interprétations du Coran. Ce n'était pas le cas des salafis. Eux restaient stricts en toutes circonstances. Par exemple, les frères du secours islamique ont changé d'avis sur la permission d'écouter la musique. Après ces années où ils m'avaient appris que toute musique était interdite, à part les chants religieux, ils changeaient subitement de position. La musique devenait licite, à condition qu'elle ne mène pas à la débauche. J'avais le sentiment qu'ils étaient influençables, perméables aux modes de l'époque. Le cadre qu'ils proposaient était donc bien fragile. L'utilisation de la raison, selon laquelle il faudrait s'adapter au monde, m'apparaissait comme une faiblesse de la foi. Les salafis se contrefichent du regard que l'Occident lui porte. Cela plaît à Farid Benyetou et il commence à les fréquenter. Avec eux, ce qui est permis ou non est clairement défini, aucun changement possible. De quoi donner un cadre à un adolescent qui a besoin de repères. Et puis son nouveau statut a de quoi séduire. Dans la rue, habillé du camis, il inspire le respect aux yeux des musulmans non pratiquants. Pour des jeunes ne s'interdisant ni les boîtes de nuit ni l'alcool, il est vu comme un courageux ayant accepté d'embrasser le rude quotidien d'un sage. Lorsque Farid Benyetou les croise, ces derniers soignent leur langage et éteignent la musique. A l'inverse, les non-musulmans le regardent d'un mauvais œil et se méfient de ce qui leur a tout l'air d'un extrémiste. Pas un n'a conscience que tout cela n'est qu'imposture. Je n'étais pas aussi pratiquant que j'en avais l'air. Que ce soit en matière de comportement ou au niveau de la prière, c'était désastreux. J'étais incapable de tenir la discipline sur la durée. Au bout de quelques semaines, je cessais de faire toutes mes prières. Puis, au fil du temps, je ne les faisais plus du tout. Une posture donc, une tromperie qui se prolonge par la force des choses, car Farid Benyetou est pris au piège. Le camis symbolisant sa foi, l'enlever serait de son point de vue ne plus être musulman du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Ainsi se voile-t-il la face et persiste à jouer son rôle. Seuls certains proches et ses parents sont au courant de la supercherie. Quelque temps plus tard, pour pallier ses lacunes, alors qu'il n'a jamais pu lire le moindre livre, Farid Benyetou se prend de passion pour les textes religieux. Il apprend l'arabe, devient l'érudit religieux de son école et une référence. Son discours fondamentaliste influence. Plus on lui pose de questions pendant la récréation, plus il se cultive sur le sujet. Il en est alors convaincu, l'enseignement religieux est sa vocation. On le surnomme l'imam Voltaire, pseudonyme antithétique hérité du nom de son lycée. Ce prosélytisme à peine dissimulé est mal vu par les professeurs qui tentent de faire cesser ses agissements en le menaçant de le mettre à la porte. Il partira de lui-même et se sentira maintenant légitime à rejeter ceux qui font de même. Car oui, le rejet fait partie intégrante de l'idéologie de ses nouveaux frères salafis. Le rejet de la société, du gouvernement français et de ses lois. Ils rêvent de déserter l'Hexagone pour un pays où la charia est appliquée. Pour vivre pleinement leur foi, impossible de demeurer sur une terre peuplée de ce qu'ils nomment les mécréants, soit tous les non-musulmans et les musulmans qui se soumettent à un autre règlement que celui du Coran. En attendant, ils vivent en marge du monde et incitent Farid Benyetou à ne fréquenter personne d'autre qu'eux, les seuls à détenir la vérité. Pour guider les êtres humains, Allah a envoyé un prophète dans chaque communauté. Le dernier fut désigné à partir de l'Arabie pour toute l'humanité et ce jusqu'à la fin des temps. Il s'agit de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Seulement Mohammed ne fut pas envoyé à partir de la France. Il n'y a pas d'islam de France, mais un seul et unique islam, venu exclusivement d'Allah. L'islam de France n'est qu'une nouvelle religion créée par les judéo-croisés et une grande partie d'hypocrites parmi les musulmans. If you mingle with them, mix with them, live with them, eat with them, see him in the morning, in the afternoon, in the evening, you will become like him. And this is what happened. Au-delà de leurs croyances, ils ont en commun avec l'adolescent d'être à la poursuite d'une existence rigoureuse à l'extrême, tout aussi extrême que la débauche à laquelle ils se sont adonnés auparavant, entre violence et toxicomanie.
À leur côté, les doutes de Farid Beniatou s'envolent. Trop jeune pour se forger une quelconque opinion, il peut ici s'en faire des toutes faites sur ce qui l'entoure. Il a l'impression de ne faire plus qu'un avec ce groupe, de penser comme eux. Il avouera bien plus tard que c'était évidemment eux qui pensaient à sa place. Ainsi s'assujettit-il plus encore aux préceptes des salafistes, dictés par les versets du Coran, pris chez eux au pied de la lettre. De nombreux penseurs théologiens tendent à adapter les textes sacrés de l'islam à son époque en les abordant de manière philosophique. Pour les salafis côtoyant Farid Beniatou, il n'y a aucune place à l'interprétation. User d'un effort intellectuel et de sa raison face à la parole de Dieu est une trahison, une façon de pervertir les psaumes, de se placer au-dessus d'Allah. Tout ce qui est en dessous des chevilles sera en enfer, celui qui laisse traîner ses habits par orgueil, Dieu ne le regardera pas le jour de la résurrection, qui sous-entend que les vêtements ne doivent pas refléter la richesse ou la vanité d'être riche, devient une interdiction pure et simple de porter quoi que ce soit qui touche le sol. En obéissant aux lois divines de manière littérale, tout devient plus simple. Au contraire, pour Farid Beniatou, c'est insoutenable. Son quotidien est privation, l'angoisse de blasphémer permanente. Tout centre d'intérêt autre que la religion est proscrit, Dieu ne doit pas avoir de concurrent. Plus j'appliquais les règles, plus j'avais le sentiment de cheminer dans la vérité, c'est-à-dire dans les pas du prophète. Ne pas manger comme lui revenait à le trahir. Dormir du mauvais côté devenait un drame. La relation à Dieu était réduite à un ensemble de rituels. Il n'y avait plus aucune place pour le spirituel. Tout était concentré autour de gestes répétitifs. Je me focalisais tellement sur la manière de plier les bras pendant la prière que j'en oubliais le plus important, la concentration et la relation à Dieu. Farid s'éloigne d'Allah et, bientôt, des salafis. En croisant la route d'individus plus extrêmes encore, les djihadistes, Farid va de nouveau remettre en question sa confiance envers ses semblables, son positionnement, et franchir l'étape cruciale de la légitimation de la violence. Les djihadistes ne se contentent pas de s'exclure du vivre ensemble, ils prônent, bien entendu, le djihad. Dans l'islam, le djihad est en premier lieu intérieur, une introspection visant à s'éloigner des émotions négatives. Mais il existe également le djihad concernant la légitime défense, divisé en deux catégories, le djihad défensif et le djihad offensif. Le premier autorise la prise des armes en cas d'attaque extérieure, le second est une initiative uniquement validée si le combat est jugé par l'instance prévue à cet effet comme légitime défense face à un agresseur. À l'instar des salafis, les djihadistes prennent le Coran au mot et comprennent le djihad offensif comme une obligation de répandre l'islam dans le monde par la guerre, car, de facto, toute nation refusant de ployer le genou devant Dieu vit dans le péché. Une fois vaincus, les peuples n'ont d'autre choix que de se convertir, de payer une dîme pour les juifs et les chrétiens, ou de mourir. Mais à l'instant où Farid Beniatou approche les djihadistes, le djihad offensif n'est pas encore d'actualité. Il importe avant tout d'opérer le djihad défensif sur les terres où les musulmans sont oppressés et où les gouvernements islamiques ont perdu le pouvoir. Fin des années 90, c'est le cas de l'Algérie qui va convaincre Farid Beniatou d'agir et de ne plus opter pour un islam passif. Les élections législatives en Algérie, les résultats du premier tour ne sont pas encore définitifs, mais il semble bien que le FIS, le Front islamique du salut, frôle, sinon dépasse, la majorité absolue dans la prochaine Assemblée nationale. En 1991, des élections législatives sont organisées au sein de l'Algérie et le FIS, parti à forte tendance salafiste, gagne de loin le premier tour. Paniqué à l'idée qu'une république islamique ne soit mise en place, le gouvernement met rapidement fin au processus démocratique, interdit le FIS et arrête des milliers de ses adhérents. À partir de là se forment nombre de milices qui combattent l'armée régulière et font régner la terreur auprès des civils qui soutiennent le régime algérien. Les conflits perdurèrent 10 années durant et, du côté de Farid Beniatou, le constat fut sans appel, ses frères sont persécutés, le djihad est inéluctable. Ne pas être djihadiste signifierait être du côté du gouvernement algérien. Ce raisonnement extrémiste et par définition binaire amène pour la première fois Farid Beniatou, alors qu'il est à peine majeur, à appeler à prendre les armes dans le cadre d'un djihad défensif. Il inaugure une logique infernale qu'il va perpétuer chaque fois qu'il estimera que les musulmans sont agressés. Nous sommes une communauté immense, plus de
1,5 milliard d'individus. Mais il y a un groupe véridique, un groupe de combattants. À l'intérieur de ce groupe, il y a le cœur, il y a les alliés d'Allah, il y a les purs qui combattent. Ce sont des véridiques, ceux qui viennent rétablir la vérité sur le mensonge, ceux qui viennent combattre le faux. Après avoir subi une propagande djihadiste bien huilée, ceux qu'il considérait lui et les salafis comme des meurtriers deviennent des héros. Par principe, sans même connaître les enjeux des situations politiques très diverses, Farid Beniatou soutient automatiquement ceux qu'il regarde comme des résistants, des libérateurs du monde. Les victimes humaines n'existent plus, seules subsistent les grandes causes. De cette manière, le premier ressenti qui lui vint face à la tragédie du 11 septembre fut la gaieté. J'ai allumé la télévision et j'ai ressenti tout de suite une immense joie. Je devrais même dire une profonde euphorie. À l'époque, je percevais les États-Unis comme une puissance intouchable. Je ne cachais pas mon plaisir à l'idée qu'elle soit ébranlée. Autour de moi, les quelques camarades du lycée avec lesquels j'avais gardé contact parlaient de catastrophes humaines. Les gens semblaient effondrés. Moi, je ne voyais pas les victimes, mais seulement l'aspect symbolique de cet attentat. Les responsables de toutes les injustices dans le monde avaient enfin été touchés. Comme j'avais coupé le monde en deux, les musulmans d'un côté et les non-musulmans de l'autre, les questions liées aux autres ne m'atteignaient jamais. Je n'avais aucun état d'âme, ne percevais pas les victimes comme des êtres humains, mais comme des complices. En fait, mettre en place des catégories nous permettait de ne pas nous poser de questions et de ne rien ressentir. Les années passent. Farid Beniatou a 24 ans et, ayant acquis davantage d'expérience et de savoir, endosse maintenant le rôle de prédicateur auprès de jeunes de son âge qui souhaitent approfondir leur pratique de la religion. Après les avoir jaugés longuement, il prononce le mot tabou djihad et les encourage à se rendre en Irak pour affronter les militaires américains. C'est la naissance de la filière des buts de Chaumont. En tant que paria de l'islam, méprisé par la plupart des musulmans, Farid Beniatou agit en toute discrétion. Mais ces précautions ne seront pas suffisantes. En fait, depuis 1997, ses années lycée, il est surveillé par la police. Son réseau d'embrigadement finit par être démantelé et lui et ses membres sont arrêtés et jugés pour association de malfaiteurs en vue de préparer des actes terroristes. En prison en tant que DPS, détenu particulièrement signalé, Farid Beniatou est écarté aussi souvent que possible de ses frères djihadistes. Bien plus éprouvante que le quotidien carcéral, l'absence de sa famille de cœur lui est insupportable, au point qu'il développe, selon ses dires, une véritable obsession, une sensation comparable à ceux qui souffrent d'addiction. L'accro a pu parfois assouvir ses manques, vu le nombre de pro-djihad présents dans les prisons. Néanmoins, plusieurs transferts plus tard, opérés par les institutions pénitentiaires afin d'éviter tout regroupement ou organisation, la solitude s'installe. Lui qui n'a pas l'habitude de réfléchir seul et qui est très attaché à ceux qui l'ont éduqué, ceux sans qui il n'est rien, le sevrage se montre compliqué et déclenche des prises de conscience. Un jour, Farid Beniatou a une conversation avec le surveillant de sport avec qui il s'entend bien. Ce dernier vient d'apprendre ce pourquoi le fondamentaliste a été incarcéré. Il lui pose alors une question. Il m'a demandé si je sentais au fond de moi que mon action avait été utile. Tous les autres détenus me regardaient, dans l'attente d'une réponse virulente qui le remettrait à sa place. En fait, ces mots résonnaient en moi. Il ne me demandait pas de me justifier, de renier mon idéologie, il m'interrogeait uniquement sur mon ressenti. C'était la première fois que j'étais confronté à une telle question. Moi-même, je ne me livrais jamais à l'introspection. Jusqu'alors, j'avais envisagé la question de l'attentat-suicide sous un seul aspect. L'auteur de l'attentat martyr ira-t-il au paradis ou en enfer ? J'ai donc tenté de répondre de la manière la plus authentique possible. Non, je sens que ce que j'ai fait n'a pas été utile. Je crois que le fait de reconnaître mon erreur à haute voix, devant tout le monde, a constitué un premier déclic, une première faille dans mes certitudes. Les doutes, Farid Beniatou en est assailli depuis longtemps. Les exactions meurtrières du FIS, les attentats suicides auprès des civils irakiens, le 11 septembre, tous ces décès ne l'ont en réalité pas laissé de marbre. D'autres forfaits effectués par sa bande, comme le trafic de cartes bancaires, lui avaient également mis la puce à l'oreille.
N'est-ce pas péché d'assassiner, de voler ? Mais ces instants de flottement laissèrent rapidement place au déni et ses sentiments furent refoulés. Douter aurait été une insulte à ses frères morts au combat. C'était une question d'honneur et de virilité. Et puis, sachant que, selon ses frères, les médias et le gouvernement sont à la solde du sionisme et manipulent l'information pour décrédibiliser les djihadistes, il ne devait pas se laisser influencer par les images chocs des journaux télévisés. Aussi, les ouvrages qu'il potasse sont parsemés de tirades permettant d'alléger sa conscience. Les innocents n'existent pas, ceux qui se soumettent aux lois humaines sont complices des gouvernements. Pour ce qui est des escroqueries, il s'agit d'un butin de guerre. Enfermé dans une bulle, Farid Benyetou a pu ignorer les images insoutenables des crimes commis et s'indifférer de ce que n'importe qui aurait jugé inacceptable. Ses compères sont nombreux à faire de même, c'est que tout cela est somme toute normal. Ces personnes à qui il doit tout ne peuvent pas se tromper, il doit leur faire confiance. Arrivé dans un nouveau bâtiment, Farid Benyetou s'inscrit au culte musulman pour pouvoir parler islam. Bien qu'un peu confuses, ses convictions n'ont en rien perdu de leur vigueur. Par contre, en l'absence de djihadistes, il se voit obligé de partager son quotidien avec ses voisins de cellule. Progressivement, il se met à participer à de nombreuses activités. Quelques mois auparavant, il a même passé son bac avec succès, lui qui rêvait secrètement de faire des études depuis sa déscolarisation. Loin de son groupe et de son idéologie, Farid Benyetou se sent de mieux en mieux, mais ses démons ne sont jamais très loin. Avec un turnover incessant, des djihadistes finissent par faire leur arrivée au pénitencier. La rechute est inévitable. Une fois sur place, ses frères l'accusent de ne servir à rien, de ne pas propager le djihad et de s'être adonné à des pratiques interdites. L'anxiété refait surface immédiatement et avec elle, l'angoisse de finir en enfer pour avoir péché. Coupable de s'être épanoui lors des cours de théâtre et d'avoir sympathisé avec des non-musulmans, il doit plonger plus profondément encore dans le poison pour se purger. Son ressentiment est ravivé par son nouveau groupe, au point d'haïr la justice pour la clémence dont elle fait preuve à son égard, 6 ans d'enfermement au lieu de 8. L'absence d'explication quant à cette décision le trouble et lui donne une image négative d'un tribunal décidément bien arbitraire. Pourtant, dans les abysses de l'aversion, un constat simple fait remonter le jeune adulte à la surface, le juge d'instruction a fait un travail exceptionnel. L'audience s'est déroulée dans les règles de l'art et il a été écouté attentivement. Aucun faux pas n'a entravé une procédure très professionnelle, malgré les écarts de comportement de lui et de ses frères. La dictature qu'il fantasmait n'existe pas. Son esprit est tiraillé, son existence rythmée par les ascensions et les rechutes. Ces montagnes russes psychiques vont perdurer bien après sa sortie de prison. À peine sortis de l'adolescence, certains d'entre eux présentent déjà des signes importants de radicalisation. C'est le cas de ce jeune homme en kéfier rouge, il s'appelle Farid Benyetou, il a 23 ans à peine. Depuis que Farid Benyetou est passé à la télévision, beaucoup de musulmans lui en veulent, notamment certains dont les membres de leur famille sont partis en guerre selon ses recommandations. Sa première approche, c'était sur le trottoir. Il appelait tous les jeunes, c'était tout le monde, même nous. Nous, on n'était pas intéressés, malgré qu'on respecte ce qu'ils font, la religion musulmane comme autre. Et pareil, on lui disait 1 fois, 2 fois tous les jours, on nous voyait, ouais, viens, écoutez ce qu'on a à dire à un an, 1 fois, 2 fois, après, j'étais obligé de l'envoyer chier. Après, il m'appelait plus. Si j'aurais su que ça aurait fini comme ça, mais le Benyetou, là, on leur a amené chez le boucher. Résultat, une fois libre, le mentor est effrayé à l'idée de revenir dans son quartier seul, sans personne pour le protéger. Par conséquent, dans un premier temps, plutôt que ses parents, il s'en va retrouver son groupuscule djihadiste alors qu'il s'était juré de ne plus jamais les revoir. Au moins, il est en sécurité. Là-bas, il est vite remis dans le bain et poursuit son enseignement à la mosquée pour servir la cause. Seule perplexité qui a survécu à ses remises en question en prison, la mort des civils. En mûrissant, il commence à pouvoir développer des opinions qui n'appartiennent qu'à lui et se met à rêver d'un djihad propre, sans attentat suicide. La lecture de textes savants contredisant les thèses djihadistes et l'observation des révolutions arabes en 2010 consolideront l'idée selon laquelle non, ses frères ne sont pas les seuls à pouvoir améliorer la société.
Aussi, le système français de réinsertion fait son travail. Il motive Farid Benyetou à reprendre ses études et à passer le concours d'infirmier. Sa vie reprend là où il l'avait interrompu avant sa période pro-djihad et revoit sa famille, ses frères du secours islamique et ses amis du lycée. Il découvre un monde dont il ignorait tout et, par manque de temps, met entre parenthèses le djihad sans pour autant en faire le deuil. En 2012, cependant, un événement va l'y précipiter. Bonsoir à tous. La France désemparée, édition spéciale sur cette fusillade dans une école juive à Toulouse. Un homme casqué a tué froidement 4 personnes, dont 3 jeunes enfants. L'émotion est immense, la campagne électorale est mise entre parenthèses. Qui est cet homme toujours en fuite? Pourquoi ces crimes? Cette année-là, à Toulouse, une série d'attentats est perpétrée en mars, provoquant la mort de 3 militaires, dont 2 de confession musulmane, et 4 civils, incluant 3 enfants d'une école juive. J'étais initialement persuadé que le terroriste était un fanatique d'extrême droite, puisqu'il avait attaqué des militaires de couleur présumée musulmans. Je commentais, sûr de moi, voilà où mènent les discours des politiciens qui montent les communautés les unes contre les autres. Je percevais donc les victimes comme des victimes de l'extrême droite, je m'identifiais à elles, cela aurait pu être moi. Comme tous les Français, j'étais révolté et meurtri. Et voilà que l'information tombe comme un coup près. C'est un djihadiste qui a tué ces innocents. Tout vacillait en moi. M'identifier à ces victimes m'avait amené à les humaniser. Je souffrais de leur mort et tout à coup, j'apprenais que le responsable n'était pas un militant d'extrême droite, mais un djihadiste. Je ne le connaissais pas, mais je me sentais coupable. Des innocents meurent et avec eux, l'utopie djihadiste de Farid Benyetou. Suite à la tuerie, ses élèves lui demandent dans quelles conditions peut-on s'en prendre à des femmes et des enfants, de la même manière que lui, plus jeune, lorsqu'il avait besoin de l'approbation d'une figure d'autorité pour se rassurer. L'indécence de ses propos apparaît enfin clairement au mentor, la nécessité de couper les ponts avec ce milieu devient urgente. Ses études d'infirmerie et l'emploi du temps chargé qui en découle sont le parfait bouclier pour progressivement prendre de la distance. À l'hôpital, ses stages se passent bien. Il se prend de passion pour son futur métier et ses nouvelles amies de sa promotion lui réservent un accueil chaleureux. Sans qu'on ne lui demande, il a rasé sa barbe, ses cheveux et a accepté de soigner les femmes. Pour la première fois, il pense à l'avenir et n'a plus peur de l'enfer. Avec le temps, il a bien l'intention de tirer un trait sur ses sombres antécédents et parvenir à faire oublier son passé. Mais ce dernier, lui, n'en fera rien et lui revient droit dans la figure 3 ans plus tard. Nous voilà le fameux mois de janvier 2015, lors de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il s'appelle Farid Benyetou, il est soupçonné d'avoir été le mentor de Cherif Kouachi, l'un des auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Il aurait aussi initié la filière dite des buts de Chaumont dans le 19e arrondissement de Paris. Il envoyait de jeunes djihadistes combattre en Irak contre les Américains. Retour sur le parcours de celui qui se faisait appeler l'émir. Plus que jamais, le projecteur est braqué pleine puissance sur Farid Benyetou. Son visage apparaît sur tous les écrans et est révélé à tous qu'il fut le mentor des frères Kouachi lors de l'épisode de la filière des buts de Chaumont. Au vu de ce que découvrent les institutions hospitalières, il ne pourra plus exercer son métier d'infirmier. La nouvelle a suscité un certain émoi à la Pitié-Salpêtrière. Alors que l'hôpital accueillait mercredi dernier des victimes de la fusillade de Charlie Hebdo, l'un des tout premiers maîtres à penser des tueurs, Farid Benyetou, y effectuait un stage d'infirmier aux urgences depuis le mois de novembre. J'ai appris son passé jeudi soir en regardant les médias et j'ai participé à la décision qui était une mesure conservatoire vu les événements. Farid Benyetou est effondré. Il aurait préféré aller de l'avant, mais il en a conscience, il ne peut pas s'en tirer à si bon compte. Il est temps pour lui de donner du sens à tout ce qu'il a traversé, c'est-à-dire combattre aux côtés des services de déradicalisation pour éviter aux jeunes de tomber dans le même piège que lui. Comment t'as connu l'islam donc J'avais fait une dépression en fait quand j'étais assez jeune dû au problème d'alcool de mon père. Et du coup j'ai eu envie de lire les 3 livres parce que j'avais besoin de me raccrocher à quelque chose et c'est l'islam qui m'a le plus plu. Pourquoi c'est plus le Coran qui t'a parlé que les autres? Je pense que ça avait un rapport avec le fait que l'alcool soit totalement interdit. Peut-être Farid Benyetou trouvera-t-il le moyen de se faire pardonner auprès d'un pays avec lequel il se dit réconcilié depuis que celui-ci l'a accueilli à bras ouverts dans sa vie professionnelle.
jamais senti aussi français. J'étais un vrai patriote, complètement réconcilié avec mon pays. J'avais envie de crier partout mon amour pour la France. La France ne faisait pas que défendre des valeurs, elle les mettait aussi en pratique. J'en étais la preuve. Malgré mon passé, j'avais eu droit à une bourse, j'avais pu faire des études, et j'étais maintenant infirmier. Personne ne me demandait quoi que ce soit, mais c'était le moment pour moi de clamer mes idées haut et fort, d'être reconnaissant envers mon pays. J'étais fier d'être français. On m'avait laissé ma chance, et j'en prenais toute la mesure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez un petit peu d'argent de côté, n'hésitez pas à me laisser un petit pourboire sur ma page Tipeee, c'est ma principale source de revenus, c'est ce qui me permet de continuer mon activité sur YouTube. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à bientôt. Salut!